très heureux de venir vous voir. Et d'un, parce que le sujet LDI est quelque chose qui me tient à cœur, puisque je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mon arrivée au FRR. Merci beaucoup. Mon arrivée au FRR a coïncidé avec la mise en place de ce style de gestion, alors qu'auparavant, on n'était pas du tout LDI. Donc on a fait vraiment une révolution. On est passé de rien du tout à progressivement quand même à quelque chose qui est entre du LDI et de la LM évoluée. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très content, c'est que je trouve que l'initiative est très sympathique et très ambitieuse de réunir, et je trouve que c'est un grand succès, de réunir tous ces institutionnels au Maroc, et je remercie CDG Capital pour ça. Donc, effectivement, moi au FRR, j'ai été recruté en 2008, jour de la crise de Lehman, et j'ai été recruté pour notamment changer le style de gestion du FRR. Alors, auparavant, je vais vous faire une petite histoire du FRR. Donc, le FRR a été créé en 1999, et ce qui est plus important, c'est qu'il a commencé à investir en 2004. En 2004, tout allait à peu près bien, on avait des marchés qui étaient plutôt correctement valorisés, et ce qui est important, c'est que la fonction du FRR à ce moment-là n'était pas très précise. La fonction du FRR était, selon les textes, d'aider à lisser le financement des retraites. On a estimé, puisque c'est là où la pyramide des âges était la plus défavorable, selon les prévisions du comité d'orientation des retraites, de 2020 à 2040. On n'avait pas d'autres indications que ça. Mais de 2004 à 2040, 36 ans, la croyance à cette époque, donc avant que j'arrive, je sais comment ça me dédouane un petit peu, était que c'était du long terme. Donc, on pouvait prendre pas mal de risques sur des primes de risque, donc dites risquées, de performance, qui apportaient une prime de risque, parce que sur le long terme, l'aspect rendement pourrait compenser l'aspect risque, quelque part. Sur le long terme, encore une fois. Et on verra après que l'aspect long terme est important, ça dépend de quel long terme on parle, et si on est trop long terme, ça peut apporter quelques biais, un peu de sous-optimalité dans la gestion. Donc ça, c'est important. On va revoir l'allocation qu'on avait avant. On a eu des fonds entrants en plus, et il était prévu à ce moment-là qu'on ait des fonds entrants, donc des flux entrants pendant une certaine période d'année. Donc en plus, en ayant des flux entrants, c'est positif, on peut vraiment prendre pas mal de risques. C'était ce qu'on se disait à cette époque. Excusez-moi, je l'ai pris dans le mauvais sens. Alors ça, c'est notre actif, mais on verra que je vous montre juste là, c'est pas du tout ce sur quoi on se base aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est ce qu'on regardait. L'actif sous gestion. Qu'est-ce que ça veut dire actif sous gestion? C'est juste les sommes qu'on nous a données. Donc ça, c'est en bleu, les sommes qu'on nous a données. Et en orange, c'était notre actif. Et à cette époque, on avait d'ailleurs beaucoup de résultats positifs qui provenaient des rendements auparavant. Donc, notre allocation à ce moment-là, je vais revenir sur ces graphiques longuement après, c'était 60% en gros actions, et même 10% d'actifs alternatifs, matières premières, infrastructures, private equity, etc., et 30% d'obligations. Et on se disait, avec ça, vu qu'en plus, dans la partie actions, on est diversifié par zone, on est diversifié par type de capitalisation, on est diversifié par style, on est diversifié parce qu'on a des choses qui sont dans les smart beta, des choses comme ça. On est diversifié. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que, en fait, c'est ce que je mets en deuxième, je reviendrai sur le premier point après, c'est que la diversification, quand tout va bien, ça marche. Très bien. Quand on est en période de risque, et quand les risques se matérialisent, la diversification, ça ne marche plus du tout. On peut prendre des actions, du private equity, commodities, infrastructures, on peut prendre des obligations à haut rendement, des obligations des pays émergents. Quand on est en période de risque de marché, donc de crise majeure, tout se recorrèle. Et d'ailleurs, nous, on le voit bien, je ne vais pas développer ça, mais quand on fonctionne sur des modèles à changement de régime, donc regime switching leur normal, pour ceux qui veulent savoir, on voit que dans un régime risqué, les corrélations sont bien plus hautes et que finalement, la diversification est assez illusoire. Donc du coup, une des forces du LDI qu'on va voir après, c'est que justement, ça ne fait pas une confiance aveugle dans la diversification. La fonction première, et je rejoins tout à fait Youssef, avant une des
principale caractéristique et principal bienfait du LDI, c'est que ça aide à mieux gérer la gestion des risques en faisant d'abord un travail sur soi-même. Et c'est ça qui est intéressant. On parlait de se connaître, c'est un peu ce qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes. Je crois qu'on nettoie toi-même, c'est tout à fait ça. Ce qui est important aussi, c'est qu'on se focalise sur le long terme. Et quelque part, se focaliser sur le long terme, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que parfois, ça peut rendre aveugle, quelque part, ou en tout cas myope, à des problématiques de valorisation. Si on regarde le graphique d'avant, si on est ici avant la crise de 2008, on peut se dire, bah certes, les marchés actions sont un peu chers, mais sur un horizon de 36 ans, les prévisions stratégiques, vraiment, ne doivent pas trop tenir compte du point d'entrée, de les valorisations d'entrée. Et c'est ça qui est dangereux, c'est-à-dire que si on fait ça, bah on se prend en plein la crise qui suit. En aparté, nous on ne peut pas parce qu'on a actuellement un passif qui est pas très très long, mais dans des acteurs qui sont très long terme, notamment les fonds de pension suédois ou d'autres, ils ont 3 portefeuilles. Ils ont le portefeuille normal, ce qu'ils appellent normal portfolio, qui est sur très très long terme et pour lequel ils n'utilisent pas de niveau d'entrée, de valorisation. Ils ont un niveau stratégique, un portefeuille stratégique sur 10 ans. Et sur 10 ans, c'est assez long pour avoir un effet de retour à la moyenne, pour être stratégique, mais c'est assez court quelque part aussi pour incorporer les points d'entrée, le niveau de valorisation d'entrée pour les prévisions de rendement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, je ne préconise pas, même en LDI, d'avoir un horizon de gestion trop long pour pouvoir continuer. On va le voir après dans tout ce qui est un petit peu fonctionnement théorique, comment ça marche pour pouvoir tenir compte des valorisations des points d'entrée. Voilà, je poursuivrai après. Et puis pour le dernier portefeuille, c'est un portefeuille tactique qu'ils ont sur 1 ou 2 ans. Alors, le problème du long terme, c'est qu'effectivement aussi, même pour un investisseur qui serait sur 10 ans, ça ne met pas en lumière les contraintes de court-moyen terme. Et malheureusement, les boards, les conseils de surveillance ont des contraintes de court-moyen terme. Malheureusement, ils ne les expriment pas toujours avant. Mais pendant les crises, ils les expriment bien. Donc ça, il faut en tenir compte aussi et il faut essayer de les anticiper. C'est bien ça le problème. Et donc c'est bien ce que nous, on a eu comme problème ici, c'est que je pense qu'on ne l'avait pas anticipé. Alors parce que ce n'était pas inscrit dans l'émission, mais on ne l'avait pas anticipé. Et donc tout ça repose sur connaître soi-même, sur quel passif. Alors, il y a 3 choses qui sont importantes pour moi dans une gestion d'actifs. C'est les 3 blocs les 3 blocs principaux qui constituent une gestion d'actifs saine. Pour moi, s'il manque un de ces blocs, on ne peut pas gérer. Quand on demande ce qu'il faut pour gérer, pour constituer un portefeuille, en général, premier bloc, tout le monde y pense. Ce sont les hypothèses sur les classes d'actifs. Ça, c'est évident. Si effectivement on a une prime de risque de 8% sur les actions, il va y avoir une allocation bien plus grande sur les actions que si on a 2% de prime de risque. Ça, c'est évident, il n'y a pas de souci, c'est un des premiers blocs. Et le problème, c'est que ce premier bloc ne peut pas exister sans également les 2 autres, qui sont le premier, ce que j'appelle la situation patrimoniale. La situation patrimoniale, c'est l'actif que vous avez sous gestion, et c'est également, bien sûr, tout votre passif. Et on va voir qu'après, nous, si auparavant, on communiquait sur l'actif sous gestion, maintenant, on ne communique uniquement, en interne, en tout cas, on fait un peu de reporting sur l'actif, mais sur notre gestion, on communique uniquement sur le surplus. On pourrait communiquer sur l'autofinancement, mais on a certaines particularités, donc c'est vraiment le surplus qui est mis en lumière et exclusivement le surplus. On verra pourquoi. Et puis le dernier bloc, c'est, et Youssef l'a tout à fait introduit, la fonction d'utilité du FRR, et notamment son aversion au risque, mais pas que son aversion au risque, également les 2 bornes qui ont été également explicitées. La borne de peur, fear, à partir de laquelle on se dit là, on va nous retirer le mandat, on va se revirer. Et la borne de satiété, au contraire, quand on a gagné beaucoup d'argent, parce que là, on est tranquille, on a atteint l'objectif, on a quelque part plus rien à gagner, on a tout à perdre. Donc sans ces éléments-là, on ne pourra pas construire une allocation d'actifs. Et quand je dis construire une allocation d'actifs, ce n'est pas seulement des poids de portefeuille à un point donné. C'est également comment ces poids doivent évoluer en fonction de l'évolution de la situation. Tout ça doit être anticipé, sinon ce n'est pas un vrai LDI. Alors évidemment, on ne peut pas concrètement changer ça au jour le jour, ce n'est pas possible. Mais il faut des guidelines qui permettent de le faire.
Alors, au FRR, donc quand je suis arrivé en 2008, on n'avait pas encore de passif, on a eu celui-ci en 2010, qui nous a fait malheureusement payer 2,1 milliards d'euros par an, plus un petit montant, mais je ne reviens pas dessus, et qui a supprimé les montants qu'on a eu à gérer. Quand je suis arrivé, il était tellement important de gérer sous contrainte de passif que ça n'existait pas encore. On s'est imaginé notre passif, pour vous dire à quel point cette démarche était structurante pour nous. Et alors évidemment, imaginer le passif, c'est pas chose facile. On a travaillé avec notre supervisory board, enfin le conseil de surveillance, pour faire ça. C'est pas une fois qu'on l'a trouvé, c'est pas si compliqué de mettre en place un LDI. Nous, on est parti de rien. On est parti et vraiment, on avait une allocation 60-40 ou 70-30 statique, rebalancée. Point barre. On a tout mis en place. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Au départ, on était plus, comme ça a été dit, sur un ALM standard, puis éclairé. Mais on a vraiment commencé à éduquer notre conseil de surveillance. Il faut savoir que dans notre conseil de surveillance, ce n'est pas des financiers. Notre conseil de surveillance, c'est des syndicats, des ministères, et puis d'autres personnalités un peu on va dire des conseillers, et également un parlementaire. Donc, a priori, on peut se dire, ça va être compliqué de gérer ces gens-là quand même. Eh bien, au fil du temps, ils ont tellement été bien éduqués, notamment les syndicats, qu'en fait, maintenant, eh bien, ce sont même les syndicats qui comprennent le mieux les problématiques. Alors, ils ne vont pas vous faire un modèle eux-mêmes, mais ils comprennent tout ça, ils sont éduqués, ils comprennent tout ce qu'on leur raconte. Donc, comme quoi, c'est possible de les éduquer. En 3 ans, 3 ans, ils ont énormément changé eux aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile, et surtout, ce n'est pas quelque chose qui doit être prouvé pour être mis en place. Nous, on l'a mis en place, on leur a expliqué pourquoi c'était important. Alors, c'était au regard de ce qui s'est passé en 2008, et ils ont très bien compris. Il faut savoir que ce qui s'est passé en 2008, actuellement, on se dit tout va bien, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que dans les 2-3 prochaines années, avant 2020 en tout cas, on aura certainement un autre bear market. Enfin bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, la façon dont on calcule le passif au FRR, alors pour nous, c'est très simple. En fait, on doit fournir à l'État français les sommes d'argent. Donc en fait, ce qu'on prend comme taux d'actualisation de ces 2,1 milliards d'euros par an pour former le montant du passif, c'est la courbe des taux français. Pourquoi ? Parce que c'est le coût moyen pondéré des ressources de l'État français. L'État français, quelque part, il nous donne de l'argent. Il pourrait très bien nous prendre notre argent, notamment notre surplus, ce qu'on a en plus, quelque part, qui nous permet de gérer et de créer de la valeur, pour repayer sa dette. Parce que son coût du capital, c'est sa dette. Il n'y a pas d'equity pour l'État français. Si on était un fonds de pension corporate, notre taux d'actualisation, ce devrait être théoriquement le coût moyen pondéré des ressources, le WACC en anglais, de l'entreprise. Parce que si elle investit dans le fonds de pension, sa alternative, c'est de prendre l'argent pour lever du capital. Donc, théoriquement, c'est toujours ça le taux qu'on doit battre. Et on verra que c'est important, notamment pour, quand on prend le surplus, notamment pour la performance. Parce que, et ça a été dit un petit peu avant dans la simulation de Youssef, si on a eu une performance globale, je ne sais pas moi, de 20%, mais que le passif, donc la dette française dans notre cas, s'est amélioré de 30%, bah on a fait une bonne perf, mais en fait l'État français aurait mieux fait de prendre l'argent pour payer sa dette, et puis il en aurait émis d'autres un peu plus tard à des taux plus bas. Parce qu'il y a une bonne performance, c'est que les taux ont baissé. Donc en fait, il ne fallait pas nous donner de l'argent. Donc ce qui est important, ce n'est pas la performance globale, c'est la performance du surplus, ce que vous avez créé comme valeur au-delà du coût moyen pondéré des ressources. Alors, je voudrais revenir juste avant de passer à la suite à ce qui se serait passé ici si on fonctionnait en LDI. Alors, ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que alors qu'on était théoriquement sur du long terme, et que du coup sur le long terme, on s'était dit que l'aspect rendement compensait l'aspect risque, ce qui s'est passé dans cette période-là, c'est qu'en fait,
il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de discussions, et des discussions parfois un petit peu passionnées, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi elles étaient passionnées, ces discussions? À mon sens, elles étaient passionnées parce que personne à ce moment-là n'avait d'éléments vraiment tangibles à opposer à la gestion. Et pourquoi on n'avait pas d'éléments tangibles? Parce qu'on n'avait pas de passif. On ne pouvait pas dire on est en danger là sur notre gestion pour payer certains flux ou pas. Personne n'en savait rien. Donc là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est des histoires de croyances. Il y a des gens qui pensent que ça va rebondir, il y a des gens qui pensent que ça ne va pas rebondir. En fait, c'est très difficile de savoir ça, surtout dans ces périodes-là où on est un peu en période de panique. Et donc finalement, on n'a aucun élément tangible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a sans doute mis tout ce temps, enfin finalement on a pris le rebond après, mais on n'a pas réellement réagi. On a réagi un petit peu quand on pouvait, mais c'est pas ce qu'aurait fait une gestion LDI. Alors qu'est-ce qu'aurait fait une gestion LDI dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça aurait fait de mieux, si possible? Alors, en fait, il n'est pas sûr qu'une gestion LDI aurait empêché ça. En fait, moi je dégage deux cas de figure. Bon, évidemment, la vérité est peut-être entre les deux. Mais... Premier cas de figure, on a beaucoup de marge de manœuvre. Parce que finalement, soit on pense que finalement on a un surplus très important, on verra après comment on gère le risque, et que finalement on peut absorber ces pertes-là sans mettre en danger le paiement du passif, et dans ce cas-là, il n'y a pas du tout lieu de paniquer. Donc certes, on baisse, mais personne ne panique. Et surtout, en plus, ça augmente l'espérance de rendement, donc on sait très bien qu'on va prendre le rebond. Donc pas de discussion passionnée, surtout on peut prouver que ça ne met pas en danger notre gestion. Deuxième cas de figure, finalement, on n'a pas beaucoup de mou, on sait que si on craque là, si on descend autant, ça va mettre en danger le paiement du passif, et donc si on gère bien, on va se rendre compte dans notre suivi quotidien que ça met en danger notre gestion, et donc on ne laissera pas cette perte arriver, on va dérisquer le portefeuille avant. Dans ce cas-là, c'est bénéfique. Donc quelque part, tout dépend de la situation patrimoniale. Ce qui est sûr, c'est que ça donne un élément tangible et ça aide à gérer les risques qu'on a, nous, pour notre gestion propre. Donc chacun est différent, chacun va avoir des réactions différentes, mais toutes celles-ci seront éclairées. Et puis dernière chose, et on va le voir juste après, la force du LDI, en tout cas théoriquement, c'est que justement, ça a été dit, le must, c'est que ça soit vraiment dynamique. Et si c'est dynamique, ça doit obéir à des changements dans le risque, notamment sur les actions, en tout cas sur les marchés, et également sur les valorisations. C'est ce qu'on voit, alors un petit peu après, sur cette formule. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur, je vais juste expliciter quelques éléments. Mais Youssef l'a expliqué avant, ça, c'est le LHP, le portefeuille de couverture. Donc ça, c'est le vecteur qui détaille les poids dans le portefeuille de couverture. Ça, WPSP, c'est le vecteur qui détaille les poids au sein du portefeuille de performance. Ce qui est important ici, ce que je voudrais expliciter avec vous, c'est ce qu'il y a devant le portefeuille de performance. Donc le lambda, c'est le ratio de Sharpe de ce portefeuille de performance, donc rendement espéré divisé par sigma. Évidemment, en pratique, sigma n'est pas forcément ce qui est conseillé, mais bon, là, c'est parce que c'est la formule théorique. Et puis, au dénominateur, on a la version risque, et puis un autre sigma. Donc ça devient, si on développe le lambda, ça devient espérance de rendement, prime de risque divisé par sigma au carré fois gamma. Ce qui est important là, c'est que si l'espérance de rendement, notamment des actions, par exemple, baisse parce que les valorisations sont tendues, à ce moment-là, ça va baisser le poids du portefeuille de performance. Si ça baisse le poids du portefeuille de performance, à ce moment-là, quand les marchés sont tendus, on va éviter, toutes choses égales par ailleurs, de prendre autant de baisse, parce qu'on est dynamique. De la même façon, à ce moment-là où les valorisations sont plutôt intéressantes, le lambda va devenir plus fort, et donc on va à nouveau accroître le poids du portefeuille de performance, et donc profiter mieux du rebond. Alors évidemment, en pratique, avec la passion et la volatilité, c'est un peu plus difficile, mais le LDI, appliqué avec cette formule, permet même aussi d'anticiper les événements qui peuvent avoir lieu en ayant une gestion disciplinée.
Alors, simplement pour revenir sur cette formule-là invoque ce terme-là qui en fait c'est le levier. Le levier ou au contraire le fait de baisser le poids et d'avoir du cash. Concrètement, comment on gère en LDI? Comment nous, en tout cas, on gère en LDI? On ne peut pas faire de levier. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des fonds, notamment suédois, etc., qui font du levier. Nous, on ne peut pas. Je ne sais pas si vous pouvez. En général, ce n'est pas forcément les choses les plus évidentes. Donc, du coup, ce qu'on fait, nous, pour tenir compte de toutes les contraintes qu'on a, c'est qu'on optimise tout le portefeuille en même temps. Et dynamiquement. On va voir ça à la fin. Donc, pour optimiser tout le portefeuille en même temps, on a plusieurs possibilités. Simplement, je ne vais pas revenir sur le calcul, pour vous montrer que optimiser le surplus, donc actif moins passif, c'est très facile en fait. On peut le transformer en appliquant un cadre moyenne variance tout bête. Je vous laisse regarder ça après si vous voulez. Mais en fait, c'est très simple dans ce cadre-là. Alors nous, c'est pas ce qu'on fait parce que, en fait, déjà, on pense que la volatilité n'est pas une bonne mesure. Et puis un portefeuille moyenne variance, c'est sur une période, on ne fait pas du tout ça, parce qu'on veut une gestion dynamique. Mais ce qu'on fait, et pour bien vous montrer, et j'ai insisté vraiment là-dessus lourdement, c'est qu'on ne simule à la fin que le surplus. Donc là, nous, ce qu'on fait, ce sont des simulations de Monte-Carlo sur le surplus. Alors pourquoi jusqu'en 2024 ? Et d'un, moi, c'est un peu l'horizon de 10 ans, et de deux, parce que notre passif actuel va jusqu'en 2024. On a une réforme des retraites qui arrive l'année prochaine et qui va sans doute revenir sur tout ça, mais on verra l'année prochaine. Donc en tout cas, on fait des gestions des simulations de Monte-Carlo, et donc on projette plusieurs portefeuilles possibles. On a notre métrique de risque, qui est la courbe verte qu'on va revoir après, qui est la valeur du portefeuille dans la moyenne des 1% des pires cas. Donc, quelque part, ce sont des mesures extrêmes. C'est ça notre vrai risque, parce que c'est là qu'on a peur de perdre notre mandat, quelque part. Et puis, notre mesure de performance, c'est le portefeuille médian, et pas moyen. Ce n'est pas de moyenne. Pourquoi ? Parce que les moyennes sont fortement influencées par des résultats très positifs, donc très à droite de la distribution. Et en fait, ces résultats très positifs, on l'a vu avec la fonction d'utilité, ne sont pas forcément ceux qui doivent influencer le plus notre gestion. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, vous vous souvenez, la courbe d'utilité est plate, et donc ces résultats-là ne font pas gagner de bonheur, quelque part, d'utilité. Donc c'est pour ça qu'on utilise un portefeuille médian comme source de rendement espéré. Alors, maintenant, la question est, je ne parle pas d'une dynamique pour l'instant, je parle à la limite, pour l'instant on est en statique, comment choisir le portefeuille ? Donc là, très classique, on a une frontière efficiente. Notre mesure de risque, je viens de vous le dire, c'est ce qui reste comme surplus dans les 1% des pires cas, le portefeuille médian en ordonnée. On a notre frontière efficiente. Ok, super. La question est, comment est-ce qu'on choisit le niveau de risque approprié sur la frontière efficiente ? A priori, j'en ai aucune idée. Tout va dépendre de mon aversion au risque. Tout va dépendre de ma fonction d'utilité. Donc, comment faire pour donner une réponse à ce problème ? Alors, on a des choses plus ou moins simples. La chose la plus simple du monde, c'est de dire, en rouge, on a le passif actualisé, la somme des flux actualisés qu'on doit verser. Là, la barre totale, c'est l'actif qu'on a sous gestion. Et donc, cet espace violet, là, c'est notre surplus. En jaune, on va dire, c'est notre LHP, nos actifs de couverture. En bleu clair, nos actifs de performance. Quelque part, nos actifs de performance, si les actifs de couverture, en tout cas, matchent parfaitement le passif, s'ils perdent tout ça, ça voudra dire que votre actif total, il est réduit à ça, il sera égal au passif. Donc le surplus deviendra égal à 0. Surplus égal à 0, ça veut dire qu'on est toujours capable de payer nos flux sortants pendant les années futures. Malheureusement, on n'aura plus rien à la fin. Mais bon,
C'est déjà ça, on a réussi à payer notre mission. Donc, première mesure de risque, c'est combien les actifs de performance peuvent perdre en ayant un surplus toujours positif. Plus ils peuvent perdre, moins c'est risqué, évidemment. Et évidemment, tout dépend aussi de ce qu'il y a là-dedans. Mais bon, ça, très facile. Et puis après, les autres mesures de risque, c'est ce qui reste dans le surplus après des stress tests. Donc nous, ce qu'on utilise comme stress test, c'est la façon dont ils ont évolué. Il y en a deux. Il y a un stress test de court terme et un stress test de long terme. Parce qu'en fait, les boards, les conseils, ont des contraintes de long terme et de court terme. Voire surtout de court terme. Donc ça, c'est ce qui reste du surplus au fil des ans, dans nos différentes allocations stratégiques, quand le scénario de stress arrive. Le scénario de stress, c'est toutes les pires crises sur tous les actifs et tous les facteurs de risque au même moment. Toutes les pires crises de ces 20 dernières années. Donc souvent, c'est 2008. Mais pour les pays émergents, ce n'est pas 2008. Et vous voyez que le risque, je vais revenir là-dessus après, il a baissé. Parce que le surplus restant après stress test, il augmente. Et d'un, parce que notre fonction d'utilité a changé, on va y revenir après. On a relevé le seuil de peur, c'est-à-dire qu'on veut de moins en moins perdre dans les pires cas. Et aussi parce que concrètement, on a plus les moyens de ne pas en prendre. Mais bon. Et ça, c'est notre risque à long terme, c'est ce qui se passe à long terme dans la moyenne des 1% des pires cas. Et donc là aussi, notre risque a baissé parce que ce qui reste augmente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2010, le poids du portefeuille de performance était 38%. Aujourd'hui, il est beaucoup plus que ça. Il est plus de 55%. On a fait des petites dispatching avec les actifs non risqués, mais en tout cas, il a fortement augmenté. Donc, le poids des actifs de performance a beaucoup augmenté, alors même que notre risque a baissé. Donc ça, c'est important parce que notre risque a baissé, ça met en lumière le fait que ce qui est important pour la gestion, ce n'est pas le risque sur vos actifs, puisque le risque sur notre actif, bien sûr, lui, il a augmenté. On a plus d'actifs de performance. C'est vraiment le risque sur le passif. Pourquoi notre risque sur le passif a baissé, sur le paiement du passif? C'est tout simplement parce que notre surplus a augmenté. Notre surplus ayant augmenté, ils peuvent plus perdre tout en gardant un surplus positif. Donc réellement, l'aspect risque qu'on a, c'est mesuré grâce au surplus et c'est suivi au jour le jour grâce au surplus. Maintenant, tout ce que je vous ai dit là, c'est plutôt, enfin pas statique, mais c'est un petit peu ce qui avait été évoqué dans l'ALM standard, voire un peu éclairé quand même. Parce qu'on n'est pas encore dynamique pour l'instant. Pour l'instant, on a fait des allocations stratégiques tous les ans, on les réévalue, très bien. Comment être dynamique? Alors, un moyen de choisir le portefeuille optimal, c'est la fonction d'utilité qui a été explicitée avant. Nous, on a une fonction d'utilité qui obéit à ces formules-là, mais bref, on retrouve à gauche le seuil de peur, le seuil auquel on se fait virer, en gros, et le seuil de satiété, auquel on n'a plus aucun bonheur supplémentaire à gagner plus d'argent. Parce que l'argent qu'on gagne, c'est le surplus, c'est en abscisse. Donc, pour choisir notre portefeuille, on va simuler des portefeuilles, et puis chacun va donner un niveau d'utilité, et on va choisir le portefeuille qui a l'utilité moyenne la plus élevée. Ça, c'est en statique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette fonction d'utilité, elle nous permet également d'être dynamique. Être dynamique, donc, théoriquement, évidemment, on ne peut pas le faire vraiment théoriquement parce qu'on ne peut pas changer le portefeuille jour le jour, mais théoriquement, ça permet d'anticiper, selon plusieurs critères dont je vais vous parler après, comment le portefeuille doit évoluer en fonction, donc, par exemple, du temps qui nous reste sous gestion, en fonction du niveau de surplus, en tout cas de la situation patrimoniale, en fonction, et bien sûr, des hypothèses sur les actifs, si jamais elles ont changé. Ça, c'est pas tous les jours, heureusement, mais ça peut, si le risque augmente beaucoup. Donc, en fonction de tout ça. Et si la situation change, ça veut dire notamment, par exemple, le risque du portefeuille, ou si le surplus change, ça veut dire qu'on se déplace sur la fonction d'utilité, donc ça veut dire que clairement, ça va occasionner un changement de portefeuille. Si le risque change, bah là, c'est évident, c'est la version au risque qui change, donc ça fait baisser le poids des actifs de performance. Et si le temps change, ça a également une importance dans les simulations, parce qu'on a moins de temps pour revenir à la moyenne.
Donc on subit la perte, on ne revient jamais. Donc là aussi, le temps est très important. Donc ça, c'est un exemple. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais je vais vous montrer après ce que nous, on a fait pour vous dire que ça ressemble. Ça vient d'un white paper de Lixor, qui sont très sympas d'ailleurs. Je vous les conseille d'aller voir sur le site de Lixor, les white papers. C'est ce qui se passe. On a un funding gap, donc un gap de financement, donc là qui va de moins 600 millions à 0 millions, c'est purement pour l'exemple. Et puis on a allocation aux actifs risqués. Et selon qu'il nous reste 5 ans, 3 ans, 1 an jusqu'à maturité, eh ben on va avoir une allocation aux actifs risqués qui change. Alors, parlons par exemple de si on a 1 an jusqu'à maturité. Si on a un funding gap de 600 millions, ben en fait, on est dans ce cas-là. On est ici. À ce moment-là, on dit de toute façon, on n'atteindra jamais notre objectif de 0. Mais bon, perdu pour perdu, on va limiter la casse. Parce que sinon, là, vraiment, on va se faire virer. Donc, l'allocation aux actifs risqués, elle tombe à 0. Si on a atteint notre cible, bah là, on est là. On n'a plus rien à gagner. Par contre, on a tout à perdre. Donc là aussi, on va avoir 0% d'allocation aux actifs risqués. Et entre-temps, bah, plus on s'éloigne de ces bornes, plus on augmente l'allocation aux actifs risqués jusqu'à atteindre un optimum. Et cet optimum baisse quand il nous reste plus de temps jusqu'à maturité, tout simplement parce que là, bah, on a plus de temps pour arriver à atteindre nos objectifs, pour le même funding gap. Et donc nous, ce qu'on a, c'est à peu près pareil. On a un beau graphique, mais qui dit la même chose, qui dit que selon le niveau de surplus qu'on a, donc là on a peur, on se rapproche de la borne de fear, de peur, donc on a 0% d'allocation aux actifs risqués, et quand on a beaucoup, ça ne se voit pas très bien, mais la courbe retombe également vers 0%, parce qu'on n'a plus rien à gagner. En fonction du temps, quand il nous reste plus de temps, donc quand on est en fait en 2023, nous c'est un petit peu différent parce que l'allocation aux actifs risqués baisse. Ça baisse parce que en fait, ce qu'on a là est plutôt théorique, mais nous on raisonne en pratique. On sait très bien que le board a des contraintes court terme et que quand il nous reste 1 an, on ne pourra jamais se remettre d'une perte. Donc du coup, on veut absolument limiter l'allocation aux actifs risqués. Et donc évidemment, ça augmente quand on a un peu plus de temps sous gestion. Donc clairement, ça c'est le genre de truc qui se retrouve dans notre gestion et qu'on a fait. Ça, cette jolie courbe-là, elle nous permet d'anticiper à chaque instant ce qu'on va avoir en portefeuille. Et donc ça illustre le fait qu'il faut être dynamique. Tout changement dans le portefeuille, tout changement dans la situation matérielle, je dis bien matériel, qui occasionne vraiment un bénéfice de faire quelque chose, parce que si on balance tout le temps, on va avoir des coûts sans rien avoir. C'est matériel, ça doit être pris en compte. Ça doit être analysé d'un point de vue ratio, ou en tout cas différence actif-passif, pour voir si vous êtes en danger ou pas, pour voir si vous avez une utilité qui a changé ou quelque chose qui a changé, mais quelque chose doit être fait, quelque chose doit être évalué en tout cas, parce qu'il faut pouvoir rendre compte de vos actions. Si vous n'avez rien fait, il faut pouvoir rendre compte du fait que vous n'avez rien fait. Ce n'est pas forcément une bonne chose de ne rien faire. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais. Évidemment, en faisant ça, en étant dynamique, ça altère la distribution des rendements. Et c'est ce qui a été montré également avant. C'est que, alors là c'est peut-être un petit peu petit, mais grosso modo, ce qui est important, c'est qu'en bleu, les barres bleues, c'est les résultats sur la valeur de surplus qu'on peut avoir si on est statique, donc si on ne bouge pas, si on ferme les yeux en gros. Et donc on peut avoir des résultats très positifs, très bons, qu'on n'a pas si on est dynamique, en rouge. Donc on abandonne des choses à droite. Mais en fait, ça se voit un peu moins bien, mais les barres bleues, elles peuvent donner des résultats très mauvais aussi. Parce qu'elles ont continué d'avoir une allocation risquée, même quand les choses allaient mal. Alors qu'en dynamique, on a coupé. On a coupé les pertes, et finalement, on les a remises sur la droite. Donc, quelque part, on abandonne des espoirs de performance extrêmes et des espoirs de performance médiane également, pour pouvoir être beaucoup plus certain de remplir nos objectifs, en quelque sorte. Donc, je rejoins tout à fait ce qui a été dit avant.
la gestion LDI, c'est vraiment une gestion des risques. Une gestion LDI doit être vraiment dynamique parce que tout change. Dans votre portefeuille, ça va changer, votre version risque va changer, les marchés changent, même les corrélations changent. Tout change. Donc tout ça doit être anticipé. Et ça vous force également à faire un travail sur vous-même, avec votre board, qui sont peut-être plus gérables que ce que vous pensez. En tout cas, sur un horizon de temps raisonnable. Je ne sais pas si j'ai du temps ou pas. Mais simplement, ça, c'est plus vraiment du LDI, mais je voudrais simplement souligner que je vous ai beaucoup parlé de gestion des risques avec le LDI. Une gestion des risques, c'est quand même important, si on veut bien gérer les risques, de bien modéliser les actifs et surtout de ne pas sous-estimer le risque des actifs et de les modéliser correctement. Donc très rapidement, ça va impliquer sur les taux de bien les modéliser parce qu'en fait, les taux, leur rendement est asymétrique. Ils ne peuvent pas baisser beaucoup plus qu'aujourd'hui. Par contre, ils peuvent monter. Ça veut dire que les rendements positifs, ils sont derrière nous. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas le gérer simuler avec des distributions symétriques. Donc ça veut dire qu'il faut passer d'abord par la simulation de la courbe de taux et ensuite par le lien entre l'évolution, la situation des courbes de taux et les rendements. Et donc ça peut être fait par des simulations en passant par le modèle de Nelson-Ziegel. C'est ce qu'on fait nous. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ça demanderait beaucoup plus de temps, mais je voudrais juste insister là-dessus. Et sur les actions, ça passe également par une bonne modélisation de leurs risques. Ce qui est important ici, c'est qu'on n'utilise, nous, plus du tout la loi normale, mais là, c'est pour l'exemple. Là, c'est la simulation des rendements sur la loi normale. Et en vert, c'est selon un modèle à changement de régime qui modélise mieux donc les codes de distribution, notamment des périodes où on a eu beaucoup de risques, beaucoup de montée de la volatilité et des rendements négatifs. Et surtout pas un rendement négatif, mais un rendement négatif et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc une autocorrélation des rendements. Et de la volatilité, ça va sans dire. Et donc, quand on fait avec ce modèle-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des rendements très bons, mais on a aussi beaucoup, beaucoup plus de chances d'avoir des rendements très, très, très mauvais. Et donc, ces risques-là ne doivent absolument pas être sous-estimés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en capital, vous n'avez pas énormément d'allocations, mais il se peut bien que ça grandisse au fil des ans, parce que c'est souvent comme les marchés se développent ainsi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête.